Le 20 avril 1969, 6h50, la route de l'Eckerman près de Vallejo, en Californie. C'est un moment qui restera gravé dans l'histoire, l'agression brutale de 17 ans David Faraday et de son 16 ans de petite amie Betty Lou Jensen. Ils étaient garés dans un endroit isolé, le seul bruit le lointain bourdonnement des voitures d'une matinée de mardi ordinaire. Soudain, un éclair de feu, le silence brisé par des cris, et la vie de deux adolescents innocents fut changée à jamais. Le scénario deviendrait trop familier au fil des prochaines années, un modèle glacial qui hantait les rues de la Californie du Nord. Le scénario se déroule comme un cauchemar, l'obscurité éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe de rue lointaine. Le son de la gravure de gravier sous les pas résonne dans le silence, le seul témoin de ce crime odieux les arbres et la route déserte. Une Chevrolet Bel Air de 1967, son moteur toujours en marche, gît en morceaux, le pare-brise brisé, l'intérieur éclaboussé de sang. Un chemin de destruction mène de la voiture à un fossé voisin, où deux corps gisent immobiles, leurs jeunes vies éteintes de manière brutale. L'air est lourd de l'odeur de la mort, le parfum sucré des fleurs sauvages en pleine floraison est un contraste brutal avec l'horreur qui s'est déroulée. David Faraday et Betty Lou Jensen étaient juste des enfants, leur avenir plein de promesses, leur vie coupée court en un instant. Faraday, un élève de lycée, conduisait la voiture, Jensen assise à côté de lui. Ils étaient en date, garés dans un endroit isolé, lorsque le tout à fait incroyable s'est produit. C'est un moment qui hantera leur famille pour le reste de leur vie, une tragédie sans sens qui les laissera chercher des réponses. La police allait plus tard reconstituer les événements de cette nuit fatidique, mais pour l'instant, le scénario est celui d'une horreur indescriptible. Le témoin James Duncan, un résident local, allait plus tard se souvenir d'avoir entendu un bruit de crash, suivi du son de cris et de tirs. Il était en train de conduire sur la route quand il a vu la voiture dériver hors de contrôle, avant de s'écraser dans le fossé. Duncan s'est arrêté pour enquêter, son horreur grandissant à mesure qu'il comprenait la gravité de la situation. La police a été appelée, et bientôt, la zone allait être cernée, l'enquête sur les meurtres brutaux de David Faraday et Betty Lou Jensen en cours. Avant de continuer, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous ramener au début de cette histoire, à un moment où le tueur du Zodiac était encore inconnu, où les gens de la Californie du Nord ignoraient le terrorisme qui allait venir. C'est une histoire fascinante de lettres cryptées, de codes cryptés, et d'un tueur qui semblait toujours être un pas devant la loi. Le tueur du Zodiac allait prétendre avoir tué au moins 5 personnes, ces crimes commis entre 1966 et 1974. Mais qu'est-ce qui a poussé ce monstre à commettre de tels crimes odieux? Quel était son mobile, et comment a-t-il réussi à échapper à la capture pendant si longtemps? Nous allons plonger dans l'histoire du tueur du Zodiac, un homme qui allait devenir célèbre pour sa capacité à taquiner la police et le public avec des messages et des codes cryptés. Nous allons explorer la théorie selon laquelle il était un ancien marin, une théorie qui serait basée sur les messages cryptés qu'il a envoyés aux médias. Nous allons examiner la possibilité selon laquelle il était membre de la marine américaine, une théorie qui serait soutenue par certains de ses victimes. Et nous allons regarder les lettres qu'il a envoyées au San Francisco Chronicle et au Vallejo Times Herald, des lettres qui fourniraient certaines des preuves les plus cruciales du cas. En été 1969, une série de meurtres brutaux a secoué la nation, et au centre de tout cela se trouvait un maître menteur connu sous un nom cryptique, le tueur du Zodiac. La figure centrale de ce cas était croyait être Arthur Lee Allen, un jeune homme de 25 ans, résident de Vallejo, en Californie. Allen vivait avec son épouse et son fils de 10 ans dans une maison modeste sur l'avenue Sacramento. Il travaillait comme employé de la poste et était connu pour son charme et son attitude amicale. Cependant, sous son extérieur affable, une obscurité sinistre se cachait. Arthur Lee Allen était un visage familier à Vallejo, avec de nombreux résidents le connaissant de son travail postal ou de diverses activités communautaires. Il était un homme de famille, ou du moins, c'est ce qu'il semblait, et on le voyait souvent jouer avec son fils ou assister à des événements locaux. Allen était connu pour être un peu un solitaire, mais lorsqu'il était parmi des amis, on disait qu'il était witty et charmant. Sa femme, Betty, le décrivait comme un mari aimant et attentionné, mais certains de leurs connaissances ont remarqué un décalage entre son façade publique et son comportement privé. Malgré cela, la charme et la charme d'Allen lui ont valu un certain niveau de respect dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui rendait Arthur Lee Allen sympa, relatable et sympathique aux gens qui l'entouraient? Son charme, pour commencer,
était incontestable, et il avait une façon de faire sentir à ceux qui le rencontraient qu'ils étaient à l'aise. De plus, son statut de travailleur de la poste modeste et son personnage de père de famille résonnaient avec de nombreux de ses voisins, qui le voyaient comme un type ordinaire qui avait un hobby un peu étrange ou deux. Allen avait également une réputation d'être très intelligent et avait même été connu pour s'intéresser à l'écriture amateur et à la cryptographie. C'est cette atmosphère de normalité qui rendait son évolution ultérieure dans la folie encore plus glaçante. Ses connaissances ignoraient les profondeurs de sa dépravation. Maintenant, examinons les relations d'Allen et voyons qui il faisait confiance et qui il a pu confier. À mesure que sa carrière postale avançait, Allen commença à former des amitiés avec certains de ses collègues, et il commença même à écrire à un correspondant de lettres nommé John, avec lequel il partageait un amour de l'écriture et des cryptogrammes. Allen développa également une relation étroite avec une jeune femme, qui deviendrait plus tard un témoin crucial dans l'affaire. Cependant, elle ne le savait pas à l'époque, la relation d'Allen avec elle était un pas crucial dans son évolution dans la folie. Qu'est-ce qui changeait pour Allen dans les mois précédant l'incident, et comment ses relations avec ces individus faisaient-elles partie de son comportement de plus en plus sinistre? C'était une soirée froide le 20 décembre 1968, à Vallejo, en Californie, avec des nuages de brouillard qui s'abattaient sur les rues et les maisons de ce quartier résidentiel paisible. Le ciel était d'une profonde teinte d'indigo, avec seulement la faible lueur des lampadaires de rue qui pénétraient dans la pénombre. L'assassin, plus tard devenu célèbre sous le nom du tueur Zodiac, avait été à la poursuite de sa proie pendant des semaines. Il avait un modus operandi qui impliquait de cibler des jeunes couples dans des voitures garées, où il pouvait facilement les surprendre et les faire taire. La tension dans l'air était palpable, comme si la présence de l'assassin était une bombe à retardement qui attendait de déclencher toute sa fureur. Les événements qui ont conduit à cette nuit fatale ont commencé par une série de lettres cryptiques et de codes que l'assassin avait envoyés aux journaux locaux. Ces messages cryptiques ont déclenché une frénésie médiatique, avec de nombreux croyant que l'assassin revendiquait la responsabilité de plusieurs meurtres non résolus dans la région. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'assassin les jouait, utilisant les lettres comme une forme de divertissement tordu. Les policiers étaient perplexes, sans piste ou indice à suivre. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'assassin continua à taquiner les autorités avec son jeu de mots habiles et ses codes. Vers 22h ce soir fatidique, David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, avaient garé leur voiture le long de la route dominant la rivière Napa. Ils avaient été en date, et étaient plongés dans une conversation, inconscients de la danger qui se cachait à proximité. L'assassin est sorti des ombres, une figure menaçante avec un sourire tordu sur son visage. Il a attaqué le couple avec un couteau, en les poignardant cruellement Betty Lou et en blessant gravement David. David a réussi à s'échapper, mais a été laissé pour se traîner jusqu'à la station de police, où il révélerait finalement les détails horrifiques de ce qu'il avait vu. Le plus choquant de ce crime était la nature brutale de l'attaque, où l'assassin avait délibérément sectionné la veine jugulaire de sa victime, laissant derrière lui une scène sanglante et grotesque. Les policiers ont été laissés stupéfaits et secoués, avec ce niveau de brutalité n'ayant jamais été vu avant dans la région. La nouvelle de l'attaque a envoyé des ondes de choc à travers la communauté, avec de nombreux résidents se demandant s'il ou quelqu'un qu'ils connaissaient pouvait être la cible suivante de l'assassin. Alors que l'enquête sur le meurtre commençait, une chose était claire, le tueur Zodiac avait frappé à nouveau, laissant derrière lui une traînée de sang et de terreur. L'ampleur de ce qui s'est produit cette nuit hante la communauté pendant des années à venir. Tôt dans l'enquête, les enquêteurs du département de police de Vallejo ont été alertés à la présence du tueur en série Zodiac après le meurtre, en janvier 1964, de David Faraday, un élève de 17 ans qui était abattu à mort alors qu'il était garé avec sa petite amie. Les officiers pensaient initialement qu'il s'agissait d'un acte de violence aléatoire, mais ils ont bientôt reçu une lettre cryptique revendiquant la responsabilité du crime et signée d'un symbole cryptique, la lettre Z. Alors que plus de corps étaient découverts, le symbole Z continuait à apparaître, et le département de police a réalisé qu'ils étaient confrontés à un tueur en série qui les taquinait à chaque étape du chemin. La première lettre du tueur Zodiac au Vallejo Times Herald a été un tournant dans l'affaire, mais l'utilisation du code et des chiffres par le tueur a rendu difficile pour les détectives de déchiffrer le chiffre. Les policiers étaient abasourdis par le comportement hardi et calculateur du tueur. En février 1969, un élément clé de preuve est émergé qui a changé le cours de l'enquête, un message critique du tueur Zodiac contenant une section du cryptogramme qui devait pointer l'identité du tueur. Le message,
envoyé au San Francisco Chronicle, disait « J'espère que vous avez beaucoup de fun en essayant de me capturer. Je ne suis pas peur de la chambre à gaz parce qu'elle prouvera que j'étais le seul qui a tué le plus. » Cette lettre contenait une partie cruciale du cryptogramme, qui a été plus tard déchiffré par un groupe de cryptographes amateurs. Le message décodé a révélé la localisation du tueur, spécifiquement, une localisation près d'un réservoir à Valliero. Mais comme prévu, le tueur Zodiac avait laissé un autre puzzle à résoudre, et il continua à taquiner la police. L'enquête sur le tueur Zodiac a été une affaire complexe et souvent confuse, avec de nombreux suspects émergeant au fil des ans. L'un des suspects les plus populaires était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné qui était connu pour avoir une fascination pour les sifflets du tueur Zodiac. Cependant, malgré un fort cas contre lui, le procureur n'a pas pu obtenir de condamnation. Un autre suspect, Richard Gekowski, était un journaliste qui a été découvert avoir un style d'écriture similaire à celui du tueur Zodiac. L'enquête a également porté sur le code Zodiac, un ensemble de cryptogrammes que le tueur a envoyé à la police, espérant être capturé par sa propre ingéniosité. L'enquête sur le tueur Zodiac a également été entachée par un élément clé de fausse piste, l'affaire contre Jacques Tarrance, un homme qui a été initialement considéré comme suspect en 1972. Les policiers avaient collecté des preuves pointant la culpabilité de Tarrance, et l'affaire contre lui était forte. Cependant, à mesure que l'enquête continuait, les preuves ont commencé à s'effondrer, et Tarrance a bientôt été éclairé comme suspect. Cela a perdu des mois d'enquête et de ressources, et de nombreux pensent que c'était une erreur cruciale dans l'affaire. La piste Tarrance était juste l'une des nombreuses fausses pistes dans l'enquête sur le tueur Zodiac, ce qui a rendu encore plus difficile de résoudre l'affaire. L'enquête sur le tueur en série Zodiac a duré des décennies, mais ce n'est qu'avec l'utilisation d'un algorithme de machine learning pour analyser les lettres cryptiques envoyées par le tueur que les chercheurs ont finalement découvert un tournant choquant. L'algorithme a identifié un suspect qui vivait dans la pleine lumière, et ce qui a rendu cela encore plus étonnant, c'est que cet individu était un ami proche d'un des enquêteurs d'origine. Les chercheurs ont découvert que ce suspect avait envoyé plusieurs lettres au tueur, y compris le célèbre Z340 chiffre, qui était considéré comme imbrécable. Cette nouvelle information a conduit à un réexamen des preuves originales, et il est devenu clair que le tueur avait été plus hardi que jamais imaginé. Le suspect en question était un homme de 85 ans qui avait toujours maintenu son innocence. Alors que les chercheurs creusaient plus profondément, ils ont découvert que le suspect avait bien été dans la région pendant le temps des meurtres et avait même été interrogé par la police à plusieurs reprises. Cependant, les enquêteurs l'avaient laissé échapper, et ce n'est qu'après des décennies que l'on a réalisé l'importance de son implication. L'ami du suspect, l'enquêteur d'origine, avait été une figure clé dans l'affaire, mais il n'avait jamais soupçonné son propre ami d'être le tueur en série Zodiac. Cette nouvelle information a jeté une ombre sur toute l'enquête, et beaucoup de gens ont commencé à se demander s'ils avaient été trompés par les autorités. La famille du suspect était déterminée à prouver qu'il était innocent, mais certains commençaient à douter de sa version. Le verdict sur le tueur en série Zodiac reste un cas froid, mais la nouvelle information a apporté un sentiment de clôture aux familles des victimes. Même si le suspect en question est désormais décédé, sa légende continue de vivre comme un rappel de la complexité et de l'intérêt de cette affaire. L'enquêteur d'origine, qui avait toujours cru que le tueur serait arrêté un jour, est décédé en 2018, encore hanté par les souvenirs du tueur en série Zodiac. L'affaire a été rouverte, mais il reste à voir si la nouvelle preuve conduira à une condamnation. Pour l'heure, l'enquête continue à captiver l'imagination du public, inspirant des livres, des films et des documentaires. La légende du tueur en série Zodiac a eu un impact durable sur la façon dont la police approche des cas froids. Dans les années récentes, il y a eu un renouveau de l'attention portée à l'utilisation de la technologie et de l'analyse de données pour résoudre les crimes qui sont restés froids. Les lettres cryptiques et les codes du tueur en série Zodiac ont également devenu une source de fascination pour les cryptographes et les déchiffreurs, inspirant de nouvelles approches de la cryptographie. L'affaire a également déclenché un débat sur l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre des crimes, certains arguant qu'il s'agit d'un pas de trop.